l'antenne démarre et la parenthèse s'ouvre pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous offrir une fois de plus ces moments de gaieté et de détente, de quoi agrémenter votre matinée. Plusieurs rubriques s'enchaînent aujourd'hui pour vous tenir en haleine tout au long de cette émission. Santé, parade de grand-mère, beauté, mode, bien-être, tutosphère et vue sur le net sont au menu. Notre débat du jour aborde la problématique de l'entrepreneuriat en tant que panacée contre le chômage. Avant tout ceci, virgule musicale. I'm out for my bread, they want me dead. I'm never scared, nah, nah. Always ahead, always prepared. They know if you do, nada. Make them miss me with that bullshit. I don't want no drama. I know they like to they revenge. I leave it to karma. Shoot, what in I do? Ain't got no clue. I want less boo. I just want to chop this life. I know I'm belly food. Ole cool, giant times two. Allow me to flex. Et voilà, c'était à l'instant Skels dans le clip Jogo. Et vous le savez, nous ouvrons toujours la parenthèse par le bulletin d'information, par le tour de l'actualité. Notre-Dame Information nous a concocté quelque chose de très, très, très intéressant. Bonjour Christelle. Comment allez-vous ce matin? Bien, et chez vous? Ça va très bien, j'ai la pleine forme, toujours aussi belle Christelle. Et vous de même? Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait l'actualité ce jour? Bon, on revient sur la supposée présence de bases militaires au Bénin, cette actualité qui a fait le tour, bien évidemment, de l'actualité cette semaine. Donc, on démarre tout de suite. Mais avant la transition, j'imagine. Évidemment, bien avant de démarrer la transition qui plante le décor pour le bulletin d'information. Et vous nous l'annonciez, Christelle, on démarre par cette actualité qui nous a tenus en haleine pratiquement toute la semaine. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au bulletin d'information. Au cœur de l'actualité au Bénin, cette réaction du porte-parole du gouvernement au sujet des accusations de présence de bases étrangères au Bénin, hostiles donc aux voisins du Niger et du Burkina Faso. Allégations relayées par certaines personnalités politiques. Les dernières en date, ce sont celles du député Basile Rossi, décryptant justement l'actualité sur E-Télé. Wilfried Léon Rungweji fustige de telles déclarations relayées par des Béninois contre leur pays. On l'écoute. La voix de notre père, parce que c'en est, Basile Rossi peut avoir été cloné. J'espère que c'est le cas. Parce que si ça n'est pas le cas, traditionnellement, on lui reconnaît un certain sens de responsabilité quand même. Et c'est pour ça que j'ose penser que sa voix a pu être clonée. Mais c'est un sens de responsabilité qui fait que je lui accorderai le bénéfice du doute pour dire qu'en l'espèce, de deux choses l'une. Soit il a dû faire un cauchemar en voyant des bases militaires étrangères ou des forces étrangères sur notre territoire, soit il a eu un moment de faiblesse où il n'était pas tout à fait lui-même et quelqu'un a alors pu squatter sa bouche pour dire ce qu'on a entendu qui est proprement grave de la part, qui plus est, d'un élu de la nation, député à l'Assemblée nationale. Votre réplique est sévère. Que les étrangers embauchent cette trompette pour masquer leurs difficultés du moment ou pour un objectif politicien inavoué, c'est une chose. Mais que des nationaux, d'un certain niveau de responsabilité, leur emboîtent le pas, cela est grave.
je dirais même très grave. Mais c'est encore là le signe que nous restons le Bénin, cette belle démocratie. Malgré nos imperfections, nous restons le Bénin, cette belle démocratie, où chacun peut dire ce qu'il pense, comme il veut, à tort et à travers même parfois. Parce que dans certains pays que j'imagine là, tenir ce genre de propos, vous mettre témoin, aurait eu des conséquences lourdes. Que l'on soit simple citoyen ou que l'on soit responsable politique ou administratif d'un certain niveau, tenir ces propos mensongers contre son pays, dans certains pays que je vois là, je répète, aurait eu des conséquences autrement dramatiques. Donc je veux espérer que ce que nous avons entendu, qui ressemble à la voix de M. Basile Ahossi, n'est pas sa voix et qu'elle a dû être clonée. Vous lui prêtez des fantasmes. Monsieur Sounoubou, je ne crois pas qu'il ait pu dire ça. Parce que, mais le fait est qu'il a dit. On vous le rappeler, c'est un député. Il lui est loisible de demander que l'Assemblée nationale initie une commission d'enquête parlementaire ou interpelle le gouvernement au cas où il ne le saurait. Si l'autre pays avait un accord de coopération militaire qui fasse qu'on doit abriter des bases militaires, vous pensez bien que cela ne peut pas se faire. Or, l'Assemblée nationale. Ou peut-être demander au gouvernement d'organiser une mission, une descente sur le terrain. Est-ce que vous êtes favorable? Le député a 1000 moyens de savoir. Donc, il lui appartient de mettre en exergue ses prérogatives de député plutôt que, je réitère mon doute que ce soit sa voix, et c'était le cas, plutôt que donc de se livrer à de telles déclarations qui, de mon point de vue, sur le coup, jurent avec le sens de responsabilité qu'on lui reconnaît habituellement et qu'on peut lui prêter. À présent, les derniers faits d'armes de la police républicaine, le gouvernement a décidé de la renforcer par de nouveaux effectifs face aux menaces. 710 nouvelles recrues viennent d'être formées. Bien, ces nouveaux policiers font partie de la deuxième vague de la promotion 2022. 2000 agents au total. Leur sortie officielle est un moment solennel que nous font vivre Calvador Aronou et Nathalie Doris Olabi. Désormais titulaires du diplôme d'agent de police, ces élèves agents policiers sont outillés et aguerris pour servir la nation. Au cours de leur formation, les élèves agents de police de la promotion 2022 deuxième vague ont été préparés à faire leur premier pas dans la fonction policière à travers 41 matières. Ils ont reçu donc une formation pluridisciplinaire, leur ayant permis d'acquérir le savoir-faire technique et le savoir-être adaptés aux défis sécuritaires actuels et futurs. Nous vous promettons d'être des modèles pour les promotions à venir et d'agir avec professionnalisme, dévouement, abnégation, droiture et équité afin de rehausser davantage l'image de cette institution à laquelle nous appartenons désormais avec fierté. Nous nous engageons entièrement à servir partout où besoin sera, de jour comme de nuit, sous la pluie et le soleil. Un engagement qui doit se tenir selon les valeurs cardinales de la corporation. Dans l'exercice de vos fonctions auxquelles vous serez bientôt appelés, vous devez obligatoirement vous départir de tout comportement immoral, notamment le rançonnement contre lequel nous avons engagé une lutte implacable. Je compte beaucoup sur vous pour que soit porté haut l'étendard de la police républicaine. La sécurité est le gage du développement et du fondement des libertés publiques. C'est pourquoi le président de la République, M. Patrice Talon, l'a toujours hissé au fronton de ses priorités. Chers jeunes agents de police, je vous renouvelle une fois encore mes chaleureuses félicitations et vous adresse mes meilleurs vœux de réussite et de bonheur dans la nouvelle carrière qui s'ouvre devant vous. Sous les regards enchantés des parents et des autorités, les nouveaux agents de police ont défilé, preuve de leur aptitude à donner des résultats probants dans l'exécution des tâches qui leur seront bientôt confiées.
Et puis la tournée de reddition de comptes que le gouvernement a entrepris le 25 mai dernier reprend après une pause. L'arrondissement de Zinvié a été ce week-end la nouvelle étape de ce périple. Point de ralliement, la maison des jeunes de la localité, soutenue par certains élus de la 6e circonscription électorale. La délégation ministérielle est allée présenter aux populations les grands chantiers réalisés au cours de ces 8 dernières années de gouvernance Talon. Renoir Kakbo, Malène Kassa et François Zinso. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé aux émissaires du gouvernement au cours de cette tournée de reddition de comptes à Zinvié. En première ligne, le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, mais aussi le ministre de la Santé Benjamin Hongpati, qui était à l'occasion le chef de file de la délégation. À la maison des jeunes de Zinvié et face à la foule des grands jours, les grandes réalisations qui ont jalonné les 8 années de gouvernance sous l'ère de la rupture ont été passées en revue. En 2016, on avait 42% de couverture en eau potable. Aujourd'hui, nous avons atteint 80% et avant 2026, ce sera une couverture de 100% de tout le territoire. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis fin aux grèves intempestives qui avaient cours dans les centres hospitaliers. Nous avons construit et réhabilité des centres de santé un peu partout dans le pays. 500 échographes ont été achetés récemment pour renforcer le plateau technique. Des ambulances aussi. Au total, 200 pour le transport des malades et des blessés. 3000 agents de santé ont été recrutés et nous venons de lancer un appel à candidature pour en recruter encore 1000 autres. L'assurance maladie est en cours de généralisation et c'est votre commune qui abrite le CHIC, le centre hospitalier international de Calavi, qui ouvrira bientôt ses portes. C'est du jamais vu au Bénin. L'énergie électrique, la réforme de la police ou encore les cantines scolaires, aucun de ces sujets n'a été occulté au cours de cette tournée de reddition de comptes. Vous vous souvenez des milliards engloutis à Maria Gleta avant 2016 sans aucun résultat? Depuis l'avènement du régime de Patrice Talon, une centrale a été construite et nous sommes partis de 0 à 182 MW. L'objectif visé, c'est 400 MW. Les coupures observées aujourd'hui sont dues à la vétusté des installations. Mais tout ceci est en cours de réparation. Plus de 20 millions d'habitants résident actuellement à Zinvié, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, situé à une 40aine de kilomètres de la métropole économique Cotonou. L'urbanisation y évolue à un rythme accéléré et dans les 15 villages qui composent cette cité, la question du foncier se retrouve au cœur des priorités. Dans l'expression de leurs doléances, les populations de Zinvié n'ont pas manqué d'évoquer le sujet, tout comme la question de la vie chère et celle de l'insécurité. Nous disons merci au président de la République pour tout le travail qu'il fait pour le pays, mais qu'il nous aide à sortir de la morosité générée par la cherté des produits de première nécessité. Ici à Zinvié, le gari est vendu à 400 francs la mesure. Le panier de la ménagère en souffre, mais il peut compter sur notre soutien. Nous sommes derrière lui. Les attentes formulées par les populations de Zinvié ont reçu un écho favorable. Des engagements ont été pris pour y trouver des solutions idoines. Oui, nous devons reconnaître que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore des choses à faire. Vous avez posé la question de l'accès à l'eau, ça va être terminé bientôt. Vous avez posé surtout la question de la sécurité. Bientôt, on trouvera des solutions à ça. Personne n'a parlé du travail et d'emploi pour les jeunes. Pourquoi je n'ai pas entendu ça? C'est parce que beaucoup de jeunes ici, ils travaillent déjà à Glodibé. N'est-ce pas? Il faut dire merci à Patrice Talon. C'est dans la stratégie du gouvernement de faire en sorte que dans tout le Bénin, demain, il n'y ait pas de problème d'emploi pour les jeunes. L'unanimité est faite ici sur les acquis qui ont ponctué les 8 années de gestion sous l'ère de la rupture et il est souhaité que cette dynamique soit maintenue pour venir à bout des autres préoccupations qui touchent le quotidien des populations.
Et comment a été accueillie la pédagogie de cette reddition de comptes par les populations? Le chef de file de la délégation revient ici sur l'essentiel à retenir de ces discussions. On l'écoute au micro de Renaud Akakpo et François Zissou. Nous avons pu échanger avec eux justement, d'abord en leur présentant la quintessence des actions du gouvernement du président Patrice Talon au cours des 8 dernières années, en parcourant tous les pans, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'électricité, de l'eau, dans le domaine des microcrédits, de l'assurance maladie évidemment, et dans le domaine de l'agriculture, avec toutes les réformes qui sont en cours au niveau du secteur agricole, de la transformation également des produits agricoles au niveau local, dans le domaine également du digital, avec tous les avantages qui sont là aujourd'hui en matière d'accès vraiment aux services digitalisés. Nous avons également pu parcourir les questions liées à l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement technique, mais également ce que le gouvernement a mis en place pour s'assurer que les apprenants, que ce soit au niveau du primaire que du secondaire, puissent avoir accès à des infrastructures de qualité, mais également à des enseignants en tout temps avec la politique des aspirants au métier d'enseignant. Les populations ont été très intéressées également par le fait qu'aujourd'hui le Bénin est un pays très respecté du fait des réformes très courageuses qui ont été engagées depuis 8 ans et qui se constatent de façon vraiment pragmatique sur le terrain. Dans leurs interventions, elles ont eu à exprimer un certain nombre de doléances parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a des choses qui restent encore à faire dans certains domaines, notamment par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau, également par rapport aux cantines scolaires pour assurer une couverture à 100%. Et avec le ministre d'État, nous avons pu leur apporter les éléments de réponse adéquats par rapport à leurs préoccupations et les rassurer que la dynamique continue et que d'ici 2026, il y a beaucoup de choses qui seront réalisées encore. Et voilà, Christelle, on parle à présent de la journée de l'artisan béninois. C'est à travers un message du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Tout à fait, nous sommes le 22 juillet 2024, c'est la journée de l'artisan béninois. Le secteur de l'artisanat a participé à l'insertion professionnelle des jeunes et ainsi à une création de richesses non négligeables au Bénin. C'est la deuxième source d'emploi d'après le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, à l'occasion de la célébration de cette année. Suivons un extrait de son message aux artisans du Bénin. Quoique riche et diversifié, le secteur de l'artisanat devrait se soustraire de l'informel pour se formaliser afin de mieux bénéficier des opportunités offertes par le gouvernement aux micro, petites et moyennes entreprises formelles. En guise de reconnaissance au travail bien fait et à leur ingéniosité, la célébration de la journée de l'artisan béninois de cette année 2024 sera marquée d'un cachet spécial à travers l'octroi aux artisans méritants au thème d'un concours d'innovation et de créativité dans 4 branches d'activité artisanale retenues. La branche 1, agroalimentaire, alimentation, restauration. La branche 3, métaux, construction métallique, mécanique, électromécanique. La branche 4, bois et assimilé, mobilier et ameublement. Et enfin la branche 8, artisanat d'art et décoration. Cet acte symbolique constitue la marque du gouvernement à travers le département ministériel dont j'ai la charge de reconnaître la valeur des artisanes et artisans et de leur rendre un hommage mérité. Bonne fête à toutes et à tous et que vive l'artisanat et l'artisan béninois. Et puis, vous nous parlez à présent de cette formation des structures de base de l'Union progressiste Le Renouveau.
L'Union progressiste respectueuse des idéaux du parti, une formation des structures de base de la 6e circonscription électorale regroupe Abomey Calavi, Soava et Zé sur les valeurs du parti. C'était ce vendredi à Cotonou. C'est une décision des hauts dirigeants du parti qui vise justement à mettre tous les militants au même niveau d'information en ce qui concerne les orientations du parti. Ce parti qui prône l'union et le respect de l'éthique et de la morale. Reportage. L'Union progressiste Le Renouveau apporte une touche particulière dans sa gestion interne. Il s'agit de la formation des membres des bureaux des sections du parti ici, au niveau de la 6e circonscription électorale, qui regroupe les communes d'Abomey Calavi, de Soava et de Zé. Pour rappel, depuis 2018, ce parti politique fonctionne sans structure de base. Il est important de corriger le tir afin d'accroître les résultats. Les valeurs du parti sont transmises et passent particulièrement par l'union d'action. Ceci est rappelé aux membres des sections, des sous-sections et des cellules. On a appris beaucoup de choses. Le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de nos militants sur le terrain, le comportement que nous devons avoir quand on se retrouve dans un groupe ou en face du camp adverse, c'est-à-dire la manière de parler, comment défendre son parti, tout ça là, on nous a appris ça. En dehors de ça, quelles sont les stratégies à mettre sur pied sur le terrain pour pouvoir ratisser l'âge pour le parti également. Maintenant, il y a des, comment on appelle, les cellules qui ont été installés, il y a les sous-sections, les membres de la sous-section qui ont été également installés, les membres des sections qui ont été installés. Quel est notre travail? Qu'est-ce qu'on doit faire véritablement pour le parti sur le terrain? Et voyant déjà que les échéances électorales s'annoncent, tout ça là, on nous a appris ça. Et on doit descendre sur le terrain aussi et partager ce que nous avons reçu comme ce soir comme enseignement avec nos militants à la base. Les lettres de mission sont remises afin de consolider la base sur les notions d'humilité et de rassemblement. Et on reste avec ce parti politique. L'unité, le travail et la solidarité sont désormais les grands défis du parti politique Union progressiste Le Renouveau. La perspective de l'ensemble prime désormais sur le militantisme solidaire. Et pour relever ces défis, l'UPR, depuis la fin de l'année 2023, a engagé une procédure d'identification de ses membres à la base. Et dans la commune de Komassé, les responsables communaux sont identifiés, ils ont reçu leur lettre de mission et sont donc appelés à instaurer le sens de l'écoute, du partage et de la solidarité au sein donc de leur population. Machel Betoro. Sans les structures de base, un parti politique n'est rien. Ce sont là quelques mots du président du parti politique, l'Union progressiste, Le Renouveau, en présence de Mariam Tchabi-Talata et d'autres membres du bureau politique. Le numéro 1 de l'UPR est revenu sur les fondamentaux du militantisme. Il a parlé de l'unité, il a parlé du travail et il a parlé de la solidarité. Ces trois mots-là font le socle de notre parti politique. Le message fort qui a été lancé sur l'ensemble du territoire national et qui a été fait également à commencer aujourd'hui va se répercuter dans les jours et mois à venir au niveau de nos militantes et militants de la base et va permettre donc que nous puissions avoir la victoire pour nous en 2026. Après avoir pris connaissance du contenu de la lettre de mission, les responsables communaux UPR de la commune de Komassé sont renvoyés à leur nouvelle tâche, celle de prôner l'inclusion, la solidarité, l'esprit de groupe et de partage entre les militants à la base et surtout de faire triompher l'unité au sein du parti. Vous avez accepté de travailler en cohésion, en harmonie, en toute unité, à vous occuper des missions que le parti va vous confier. Au bénéfice de tout cela et en vertu de tout cela, au nom de la haute direction politique, nous vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Le bureau de l'UPR a profité de l'occasion pour féliciter les dirigeants des communes d'Alada, de Tori, de Tofo et de Komassé pour leur sens de responsabilité au sein du parti politique. Désormais, ce n'est plus le matériel qui compte, mais plutôt les structures, les instances de discussion et surtout les valeurs morales qu'incarne chaque militant
du parti. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Et que nous vous remercions, Christelle Tongodo, d'avoir présenté. Merci pour ce tour de l'actualité, Christelle. Je vais prendre certainement congé de vous, mais avant, vous savez, je sais que vous portez également la toge santé. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet certainement intéressant avec Olive Oussougwe, qui est déjà dans ce studio et qui va s'installer tout de suite. On lance la rubrique santé. Elle est déjà installée sur ce plateau. J'aime l'appeler ma belle Olive. Bonjour. Ma belle Jennifer, bonjour. Quelle belle couleur. J'aime beaucoup ce petit assemblement de rouge, blanc et tout. Ça vous va très très bien. Noir et puis du noir également. Et du noir également. Vous voyez comment ça vous rend toute rayonnante. Bonjour Olive. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Un plaisir pour moi, comme d'habitude, de vous avoir sur le plateau. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Olive? Jennifer, nous parlons des séquelles, de la gestion des séquelles des AVC. Très bien. Vous savez, de plus en plus, les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes, et quand on sait que les AVC peuvent laisser des séquelles graves qui peuvent affecter le quotidien des survivants, nous avons donc choisi de parler de la gestion de ces séquelles afin de permettre aux survivants d'améliorer leur mode de vie. Et pour discuter de la question, nous avons invité le professeur Germain Houbedi. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Olive. Il est kinésithérapeute. Oui. Je sais que vous n'êtes pas cardiologue, mais nous ne pouvons pas discuter de ce sujet sans définir rapidement ce qu'est un AVC. Merci Madame, merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. C'est un plaisir pour nous également. Bonjour docteur. Oui, voilà, on va se tenir à docteur seulement parce que professeur c'est déjà... D'accord. Donc nous allons définir un peu l'AVC. Effectivement, et vous l'avez bien introduit, l'AVC aujourd'hui constitue un problème de santé publique. Ça c'est le nombre, la fréquence est très très importante aujourd'hui. Alors pour définir AVC, c'est accident vasculaire donc cérébral. Il s'agit ici d'un déficit donc soudain de la fonction cérébrale, donc la fonction du cerveau, ce déficit qui survient surtout causé par l'interruption, donc le blocage de l'irrigation du cerveau, donc l'irrigation sanguine du cerveau. Donc vous comprenez très bien que le cerveau, à un moment donné, une partie du cerveau va manquer de sang et en manquant de sang va perdre sa fonction. C'est ça donc l'AVC. Nous n'allons pas continuer avec les causes, puisqu'il ne s'agit pas de parler des AVC, mais quelles sont les séquelles qu'un AVC peut laisser sur un patient? Oui, c'est vrai qu'on ne va pas parler d'AVC, mais on va quand même planter un petit décor pour... oui. Il s'agit, quand on parle d'AVC, c'est assez vaste. Et il faut savoir que ce déficit peut, comme on a dit, c'est un déficit soudain. Ça peut durer quelques minutes seulement, quelques secondes, quelques minutes seulement. Et ça, c'est un accident transitoire, ischémique transitoire. Et nous parlons surtout ici, c'est ce que je comprends par votre question, qu'on veut parler de l'AVC constitué. Donc, ce qui est AVC réel, donc constitué. Qui laisse souvent beaucoup de séquelles. Donc, il faut savoir que cet AVC peut être ischémique ou hémorragique. Donc, ischémique, ça veut dire un blocage du sang donc au niveau du cerveau. Parce que si on ne le définit pas très bien, les prises en charge vont... Parce que c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même stratégie. Donc, quand c'est un blocage du sang, ça veut dire l'irrigation, le blocage reste. Et souvent, longtemps. Ça dure combien de minutes? Non, là, quand c'est AVC constitué, le blocage est définitif là. C'est-à-dire, ça peut durer longtemps, tant qu'on n'a pas pu déboucher, parce que c'est des emboles, donc c'est des caillots de sang qui vont aller boucher une partie donc, des artères qui irriguent une partie du cerveau. Donc, il faut trouver la technique, mais soit médicamenteuse, soit toujours pour aller déboucher. Bon, maintenant, on ne va pas en parler de ça. Il y a maintenant la partie hémorragique, c'est-à-dire que c'est plutôt l'artère qui s'éclate et le cerveau est inondé
donc de sang. Donc si on comprend très bien, il y a deux stratégies différentes. Maintenant, vous dites quelles sont les séquelles. Les séquelles sont pratiquement les mêmes. Il peut s'agir donc d'une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie de l'hémicorps. Là, c'est une atteinte motrice vraiment de l'hémicorps, ou ou parfois avec sans aphasie. Donc l'aphasie qui est trouble de langage. Et là encore, il faut distinguer quel est le territoire cérébral qui est touché. Et pour savoir si c'est l'aphasie d'expression, parler et choses là, ou bien de la compréhension. Donc vous voyez, vous parlez au patient, il ne comprend rien, il vous regarde. Alors, en tant que kinésithérapeute, quels sont les premiers soins qui interviennent souvent sur un survivant d'AVC? Ah oui. Ça, il faut savoir que l'AVC, lorsque ça arrive, c'est une urgence médicale et c'est une équipe. C'est une équipe qui prend donc en charge. Donc nous allons parler du volet, volet kiné, de la gestion de l'AVC. Il faut savoir que si le pronostic vital est levé, donc on ne craint plus la mort du patient, alors le kiné est là pour faire l'éveil, donc pour stimuler les récepteurs neuromusculaires, donc pour stimuler et réveiller un peu le patient, donc réveiller le corps, maintenir la fonction motrice, mais aussi maintenir les souplesses au niveau des articulations, parce que si on laisse, ça va s'arrêter, donc maintenir cette souplesse-là. Donc c'est dans l'immédiat ce que le kiné fait, aider donc l'équipe à faire le passage donc de cette personne dans sa situation couchée, incapable, à récupérer rapidement sa position assise tout au moins. Alors comment est-ce que vous arrivez à évaluer la nature ou l'ampleur des séquelles pour adopter le plan de rééducation qu'il faut sur un survivant? Sur un survivant, nous avons tout un protocole. Tout un protocole. Je vais vous dire schématiquement, on va commencer par regarder qu'est-ce que le patient présente. Est-ce que son état général, on va regarder si sa conscience, on va regarder au niveau de la mémoire, est-ce que ça soit la mémoire, donc dans les compartiments de la mémoire, court terme, long terme, et puis ainsi de suite. Et puis regarder aussi dans la compréhension, dans les gestes, etc. Donc, dans la réaction également. Dans la réaction, oui. Dans la réaction, donc son état général, donc dans la réaction. Et puis après, il y a beaucoup d'autres choses maintenant, de tests maintenant qu'on va faire pour retrouver la partie du corps donc concernée. C'est déjà précisé, mais on va repréciser encore avec la proportionnalité. Est-ce que c'est symétrique? Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est les deux parties du corps, c'est-à-dire la partie, quand on parle de l'hémicorps, ça touche la partie donc d'un corps donné, donc les membres supérieurs, les membres inférieurs. On va voir si c'est proportionnel. Est-ce que l'atteinte en haut est la même atteinte en bas, etc. Est-ce qu'il y a après ça d'autres atteintes aussi, paralysie cérébrale et paralysie faciale, je veux dire, avec déviation de choses. Est-ce qu'il y a des troubles de langage, donc les troubles de langage, etc. Donc il y a une batterie de tests qu'on va faire. Et ça va aboutir à un diagnostic kiné. Et c'est à partir de ce diagnostic qui permet justement d'adapter la thérapie et l'exercice qu'il faut. Alors, quels sont justement ces exercices ou ces théories qui sont les plus efficaces en termes de rééducation d'un survivant d'AVC? La question est tellement précise que dans la réalité, ce n'est pas si précis que ça, parce qu'on ne va pas avoir un seul cas, on va avoir des milliers de cas, étant donné qu'un individu déjà est un cas, ça veut dire que chaque personne qui se présente à vous est un cas, alors que... Donc ça dépend des symptômes que chacun oui, ça dépend du patient, donc de son passé, de ses antécédents, tout ça, mais aussi de ce qu'il présente. Parce que c'est là, on se base sur le diagnostic en ce moment-là. Mais je vais vous dire une chose, il faut savoir que on va toujours commencer par l'objectif principal du patient. Et c'est ça qui va nous amener à choisir une technique. Et souvent, le patient va dire, je veux me déplacer, je veux être autonome. Et quand il dit, je veux être autonome, alors... Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Alors, dans ce cas, il faut l'amener à être autonome. Et autonome, est-ce que c'est dans la signature? Donc, l'amener à faire des gestes. En ce moment-là, dans tous les cas, c'est vraiment une rééducation motrice. Une motricité de la main, motricité donc au niveau des membres pelviens, donc les membres inférieurs, se déplacer, être autonome. Et quels sont ces exercices qu'ils font souvent? Parlant d'exercices pour que le patient puisse retrouver son équilibre. Dès le départ, dans la période flasque, il ne peut rien. Donc il faut stimuler.
Il faut stimuler les récepteurs périphériques, donc les récepteurs de la peau, les récepteurs des tendons, des muscles et des articulations. À travers des médicaments ou des exercices? À travers des stimuli. Donc des stimuli, donc des exercices. Ça peut être juste des touchés, ça peut être des mouvements, ça peut être des mouvements avec des étirements. En tout cas, c'est le spécialiste qui sait qu'est-ce qui est adapté en ce moment. Et donc, à partir de cet instant-là, on va réveiller le corps. Puis après, on va commencer par utiliser ce petit réveil-là où on sent des petites contractions. Et c'est à partir de ça qu'on va ajouter maintenant les exercices qu'on appelle des exercices fonctionnels. Donc la méthode fonctionnelle, dans ce cas d'autonomie, elle est beaucoup plus facile. On va directement chercher la fonction. Donc on va directement chercher la fonction. Ça veut dire qu'on met la personne dans une situation de vie réelle, de vie active, de vie quotidienne. Et c'est en ce moment-là qu'on va détecter sa progression, dans sa progression, qu'est-ce qui permet donc de faire la progression. Et donc vous comprenez avec moi que c'est toute une stratégie évaluée au jour le jour, à tout moment, et qui peut changer, c'est pas fixe. Alors pour ce qui concerne les séquelles liées à la communication et au langage, comment est-ce que vous y prenez souvent? Ah oui, ça c'est voilà quelque chose qui frustre le patient. Frustre le patient, donc vraiment, pour ce qui est de la communication, il y a aujourd'hui des orthophonistes, donc des gens qui vont faire la rééducation du langage. Mais dans les centres où il n'y a pas d'orthophoniste, c'est toujours le kinésithérapeute. Kinésithérapeute, c'est aussi appelé physiothérapeute pour ceux qui nous écoutent, donc c'est aussi appelé physiothérapeute, donc c'est la même chose. Donc c'est ceux-là qui vont donc travailler le langage, sachant bien qu'il faut déterminer d'abord si c'est l'expression ou si c'est la compréhension. Le kiné va être beaucoup plus efficace dans l'expression parce qu'il s'agit là d'une partie motrice. Motricité donc au niveau de la larynx, motricité au niveau de la langue et au niveau de la bouche. Ça, c'est plus efficace. Nous, le kiné, on est plus dans la motricité. Alors que dans la compréhension, on va intervenir aussi, mais c'est plus lent, plus difficile, et le kiné va privilégier plutôt sa fonction motrice et passer beaucoup plus à côté. Donc, envoyer ça plutôt vers les orthophonistes. Alors, est-ce que c'est souvent facile aux survivants des AVC de retrouver leurs fonctions qui ont reçu des coups, je parle en ces termes, notamment le langage? Ce n'est pas tout à fait facile, parce que parfois, d'abord, le patient, il est bloqué. Il est bloqué, il vit ça mal. Donc, ce n'est pas toujours facile. Mais ça arrive. Et ça arrive avec la patience, en utilisant la participation du patient. Ça arrive, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut vous dire qu'il y a des moments où ça peut ne pas arriver. Ça peut traîner très longtemps. On peut ne pas comprendre le patient pendant longtemps parce que s'il ne vous comprend pas, tout ce qu'il dit ne correspond pas à ce que vous dites. Parce qu'il va décoder autrement. Et de la même façon, si c'est le langage, l'articulation, il va dire des mots, vous n'allez pas comprendre. Et puis ça peut durer aussi longtemps. Donc, cette gestion-là est une gestion patiente, je vais dire. C'est vrai. Et puis, justement, ça crée des conséquences émotionnelles et physiologiques sur les patients, bien évidemment. Si le patient est frustré et ne communique pas, c'est sûr que le spécialiste a des difficultés à le prendre en charge. Et quels conseils vous pouvez donner aux survivants des AVC en ce qui concerne la gestion de leurs émotions, par exemple? Oui. Merci. Vraiment, vous touchez à tous les domaines. Il s'agit ici, vous voyez, un patient qui se trouve 2 jours au lendemain dans cette situation pareille. Il a peur donc de son avenir, de son physique qui change, donc de tout ce qu'il y a. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller, donc il faut l'aider. Il s'agit là de lui faire comprendre que ce n'est pas fini. On peut toujours, à partir des stratégies donc de la rééducation, retrouver une grande partie de sa vie. Parfois même, on va retrouver toutes les fonctions sans séquelles. Donc, si ceci a démarré très tôt, c'est pour cela qu'on peut demander aujourd'hui que c'est plus tôt on commence, meilleur sera le résultat. Voilà, et quel est le rôle, pour finir rapidement, le rôle des proches et de la famille dans la gestion d'un AVC? Le rôle est important. Il y a quelques années, très longtemps, donc on a fait un travail là-dessus, c'était à Dakar, pour montrer un peu l'importance. Et il s'est révélé que plus la famille est proche de ce patient et participe à son traitement,
plus le patient peut rapidement retrouver donc son état de santé. Mais aussi, on peut trouver aussi l'inverse. Le patient peut se laisser aussi dans une situation de maladie. Il est beaucoup plus choyé parce que pendant longtemps, il n'était pas choyé. Donc, tout de suite, il se retrouve dans une... Donc ça, on peut trouver les deux. Mais cependant, il faut dire quand même que la participation de la famille est très importante et aujourd'hui, de plus en plus, on y met l'accent. Donc, c'est la participation de la famille. Et il s'agit ici soit du conjoint, si on est en de bons termes. Si on n'est pas de bons termes, trouver quelqu'un qui est en de bons termes avec le patient. Vous. Ou en ami, les enfants. Oui, c'est ça. C'est surtout celui qui est en bon terme avec le patient, c'est celui-là qui peut aider à gérer. C'est ce qu'elle. Oui, c'est ce qu'elle. Docteur Germain Humbedi, merci beaucoup. Et Jennifer, merci également à vous pour ce temps. C'est moi qui vous remercie, Olive, parce que vous abordez, je dirais, un sujet très, très important, l'AVC. Je crois qu'on l'appelle le tueur silencieux, également, qui fait beaucoup de ravages. Et il est important, justement, de parler de l'après-AVC. Donc, merci pour ça. Moi, je retiens en tout cas qu'on peut définitivement en guérir. Il faut de la patience et de la volonté. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, Olive, avec un sujet toujours aussi intéressant. Alors, le rendez-vous est pris pour mercredi. Mercredi prochain. Merci beaucoup, Olive. Alors, je vais vous raccompagner avec votre invité. Nous allons installer un autre plateau. C'est un plateau également très suivi, très intéressant. C'est Parade de grand-mère. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi d'accueillir aujourd'hui Samia Nourou et bien sûr son invité, je dirais notre invité. Il sait de quoi je parle, Didas Tossou. Bonjour Sami. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? J'ai envie de vous appeler Jennifer Rosé. Bon, Sami Orangé. Okay. Comment allez-vous, ma belle? Ça va super bien. Quel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Vous voir sur un plateau un lundi matin, c'est tellement agréable. N'est-ce pas? Bon, je m'excuse auprès de Ilvaus. Oui. Je dis vous, un lundi matin, il va se dire, ah donc c'est moi, ça ne va pas? Non, ça va. Non, ça va très bien, ça va très bien. Alors, Sami, vous avez en face un invité qu'on connaît, réputé, j'ai envie de dire, pour nous délivrer tout ce que les grands-mères ont envie de dire. Est-ce qu'il est allé se ressourcer? Est-ce qu'il est allé se renseigner pour nous? Dites-nous tout. Alors, notre invité que j'ai envie d'appeler l'envoyé de grand-mère. Absolument. Aujourd'hui, je nomme tout le monde. En fait, je vous rebaptise tous. Docteur Tossou Didas, il est sociologue. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bien, et vous? Un réveil agréable. Voilà. Pour un lundi matin. Voilà. Alors, Jennifer l'a demandé et je sais que vous aussi à la maison, vous vous posez la même question. Est-ce que notre docteur est allé se ressourcer? Est-ce qu'il a posé des questions à grand-mère? Ça, c'est sûr. Sinon, il ne serait pas ici sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques interdits, comme vous le savez, ce que nos grands-parents nous disaient, ce que certains parents continuent de dire aujourd'hui aux enfants. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais pourquoi? On ne nous dit jamais pourquoi. Nous, on va tout nous dire ici sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va commencer déjà par parler de ne pas balayer la nuit. Je pense qu'on l'a un peu abordé ici entre nous. Mais on n'avait pas vraiment on était entre les bonnes références. Voilà. On a même un peu rigolé. On est parti dans tous les sens. Avec vous, on aura certainement la réponse de grand-mère. On commence par là. Pourquoi est-ce qu'on dit chez nous de ne pas balayer la nuit? Merci beaucoup. Je voudrais dire merci aux autorités de l'ORTB qui, tout le temps, pensent aux jeunes et aux enfants. Je dis merci et je demande sagesse aux enfants, aux petits-enfants. On ne les balaye pas la nuit. C'est important. Je vais commencer par un comportement que vous allez voir. Okay. Lorsque quelqu'un veut boire, à la maison, vous lui donnez à boire, il prend l'eau, il met un peu par terre. C'est vrai. Pourquoi? Je crois que c'est pour nourrir les ancêtres, selon ce qu'on me dit, hein, Sami. Je ne sais pas si... C'est ce que j'ai entendu dire aussi. Très bien. C'est pour donner à boire aux défunts. Voilà. Oui. Et lorsque vous allez un peu plus haut et que vous voyez quelqu'un de notre religion endogène, quand il veut même manger, il met un tout petit peu par terre. Ah, d'accord. Comme quoi, il n'est pas le seul à manger et il demande permission pour manger. D'accord. Première chose, avant de venir sur votre question. Deuxième chose, pourquoi la nuit, quand vous voulez vous coucher, vous m'excusez, je ne sais pas quel thème il faut aborder pour que ce soit un peu
plus décent. On dit aux enfants, vous prenez votre pot, vous mettez à côté de vous dans votre chambre. Maman met son pot, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, hein, je m'excuse beaucoup. On met dans sa chambre. Au lieu de sortir la nuit pour aller se mettre ses besoins, on le fait et le lendemain tôt, on va jeter ça. Pourquoi on tient à ce qu'on ne fasse pas ça, qu'on ne sorte pas la nuit? Peut-être pas peur, hein, parce que vous savez, la nuit, tout peut arriver. Les rongeurs, et bien plus, pourquoi pas. Voilà. Donc, conséquence, il faut vous dire, si on vous demande de ne pas balayer la nuit ne vous appartient pas. Il y a d'autres personnes qui vont passer. Ce que vous avez fini de manger, il faut laisser. Il y a des gens qui vont passer là, ils vont manger ce que vous avez fait tomber, que ce soit un petit, je sais pas, c'est un morceau de viande ou des sauces, tout ça, quelque chose qui tombe. Il y a des gens qui passent là et qui viennent manger. Si vous balayez, vous allez les mettre à jeun. Vous allez les mettre, ils ne vont pas manger. Il vaut mieux laisser. Et le lendemain, pendant le jour, on dit, Jennifer, allez, prends ton balai, tu balayes le salon, tu balayes. On n'a pas dit à un enfant, balaye la nuit, on ne dit pas ça. Non, si on veut balayer, c'est peut-être vers 19h30, 20h maximum, on balaye pour manger. Mais dès qu'on mange, on ne balaye plus. On laisse ça comme ça. Parfois même, ceux qui le savent laissent même les assiettes là au salon et c'est l'un dit, va ramasser les assiettes. Donc nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui est là, qu'il faut suivre. Il y a des esprits qui viennent, qui nous habitent et qu'on ne les voit pas comme ça. Donc on ne peut pas balayer la nuit, surtout quand après 22h comme ça. Alors moi, vous allez rigoler. Parce que moi, je le dis, balayer la nuit, bon, en fait, vous avez fini de manger, il faut débarrasser. Maintenant qu'on dit de ne pas débarrasser, il y en a qui vont jusqu'à ne pas débarrasser la nuit. Bien sûr. Je me demande si cela ne va pas faire peur à certains amis qui nous suivent et vont se dire, ah, si quelqu'un vient manger, quelqu'un rentre dans ma chambre la nuit pour manger. Alors là, c'est qui cette personne? Non, il y a toujours quelque chose qui rentre parce que j'ai toujours l'habitude de dire, quand nous parlons de la nuit, je donne toujours l'exemple que la nuit, nous prions. Ouais. On prie le matin, d'accord, mais on prie suffisamment la nuit pour dire il faut tout faire pour que je me retrouve le lendemain. Alors, ce que vous implorez, qui doit pouvoir venir là, vous le voyez? Non. Vous implorez, vous demandez qu'il garde la maison. On va dire. Voilà, vous demandez qu'on protège la maison pour vous, qu'on protège vos enfants, qu'on protège votre famille. D'accord? Et que je me réveille normalement. Donc, ceux-là que vous implorez, que ce soit chez nous, que ce soit dans le moderne, il y a toujours des esprits qui passent dans la maison et qu'il faut respecter. Et donc, ceux-là, il faut les nourrir. D'accord. Mais alors, Jennifer? Nourrissant, évitant de balayer. Mais lorsque, je ne sais pas, lorsqu'il n'y a aucun repas, aucun reste par terre, est-ce que cela est permis? Je n'ai pas mangé, je sens un peu de poussière, est-ce que je peux débarrasser quand même? Non, je vous ai dit, il y a un moment pour balayer. D'accord. Je n'ai pas demandé de ne pas balayer. D'accord. Mais au-delà de 22 heures, ne balayez plus. D'accord. Nourriture par terre ou pas? Vous laissez. Faut pas déranger? Non. D'accord. Vous laissez et le matin, vous balayez. En plus, vous savez ce que j'ai entendu dire, Dr Tanso, il paraît qu'il y a, qu'on interdit également de balayer la nuit, parce qu'en balayant, vous pourriez jeter un objet précieux sans le savoir. Parce que c'est la nuit, je me dis, il fait sombre, vous balayez, vous jetez tout, et le matin, voilà. Il faut vous retrouver à chercher. Oui, d'accord, mais on peut balayer. Si je balayais et que je jette les ordures quelque part, s'il y avait quelque chose, on peut aller chercher. Vous pouvez aller donc chercher. Ça, c'est pas un souci, c'est pas difficile de le retrouver. Je sais, encore que j'ai pas fait beaucoup de mouvements, c'est juste ça là que j'ai fait, donc je peux le retrouver. Mais ce n'est pas le plus important. D'accord. Alors, on aborde un autre interdit. Avec plaisir, Samy. Toujours de chez nous. Et toujours dans la nuit, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de choses se passent dans la nuit. Donc... La nuit, franchement. Alors, moi, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas se laver au savon la nuit. Mais je regarde et puis je me dis, toute la journée passée dans Cotonou ou dans toute autre ville du Bénin, la poussière, enfin je dis au Bénin, mais dans toutes nos villes africaines de toute façon, la poussière, la fumée, vous revenez fatigué et puis on vous dit peut-être qu'il faut juste rincer. Même chez moi, quand j'étais petite, on me l'interdisait. Ne te lave pas au savon la nuit, rince-toi, demain tu vas te laver. Moi, je n'y comprends rien. On dire que le parfum du savon attirait les serpents. Je ne sais pas si c'est... Un serpent blanc. Voilà. Ils ont dit un serpent blanc. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Qu'est-ce que grand-mère on dit? D'abord, quand vous demandez de ne pas faire quelque chose, exécutez d'abord. D'accord. C'est comme chez les militaires.
exécution avant réclamation. C'est ça. Quand vous demandez de ne pas vous laver avec le savon la nuit, je vous ai dit, au-delà de 22 heures, il y a des choses qui se passent. Il y a des bruits que vous entendez la nuit, que vous n'entendez pas le jour. C'est vrai. Il y a des sifflements que vous entendez la nuit, que vous n'entendez pas le jour. Donc ça, on est étonné. Et tout le temps, on tourne comme ça, on cherche. On ne trouve jamais. C'est peut-être les animaux, non, qui sortent la nuit. Ah, c'est pourquoi je demande d'exécuter avant de réclamer. N'est-ce pas? Il vaut mieux écouter, il vaut mieux exécuter. On vous demande de ne pas vous laver avec le savon. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui peuvent vous chercher ce que vous avez comme mousse et en faire autre chose. L'eau, juste pour vous laver, ça ne va rien vous gâter. Ça ne va rien vous gâter. Même si vous êtes avec votre épouse, vous n'allez pas sentir quand même. Non. Même si vous sentez, si c'est votre épouse, bon, ça va. Il d'abord connaît votre senteur, donc il n'y a pas de difficulté. Mais il est prévu, il est recommandé que vous laviez un peu plus tôt pour ne pas vous affronter à ça. Parce que lorsque vous allez commencer et vous allez rencontrer des difficultés, vous irez à l'hôpital, on ne peut pas trouver la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Je gratte le corps, je suis ici. Alors que c'est le même savon là que j'ai utilisé. Et pourquoi je gratte le corps encore? Pourquoi je n'ai pas dormi? Vous ne pouvez pas. Le docteur vient de passer, il ne peut pas expliquer ça. Ce n'est pas un AVC. C'est ça. Non, ce n'est pas un AVC, il va expliquer. Il ne peut pas expliquer le fait que j'ai commencé à gratter le corps, il va trouver tout, il va dire anti-ceci, anti-ça, mais vous ne trouvez pas, oui, vous ne dormez pas. Vous avez vu un docteur qui puisse expliquer, il va vous donner des médicaments, il faut dormir, il faut calmer, mais vous avez des soucis. Donc il vaut mieux écouter pour ne pas avoir de soucis. Voilà. C'est ça. Alors Jennifer, si vous permettez rapidement, notre troisième interdit, c'est ne pas chanter, on reste dans la douche, ne pas chanter sous la douche. Donc vous êtes en passe. De jour ou de nuit? Bon, alors là, je ne précise pas parce que je n'ai rien entendu à propos de ça. Mais il y a beaucoup qui deviennent artistes, chanteurs sous la douche. Qu'est-ce que grand-mère en pense? Je voudrais d'abord dire que c'est souvent les femmes qui le font. Les femmes, quand elles sont dans des conditions, dans des circonstances, pendant le jour, très tôt, ou quand elles veulent balayer le matin, commencent à chanter. C'est vrai. Et celui qui est loin dit, mais la nuit a été suffisamment bonne, super, donc elle est en train de louer son homme, faire le panégyrique de son homme. Alors, lorsque on vous demande de ne pas chanter sous la douche, ça c'est surtout la nuit. D'accord. Ça c'est surtout la nuit, parce que vous chantez, qui va vous prendre le refrain? Qui va vous répondre? Question. Qui répond? Question. À qui vous adressez à l'heure-là? Non, vous pouvez vous adresser à votre homme, à vos enfants, à une communauté. Non, c'est vrai que la musique adoucit les mœurs, mais cette chanson-là va vous faire quoi? Même si vous êtes à l'heure là, vous êtes dans une condition de jalousie extrême. Non, c'est pas comme ça. Il faut exprimer sa jalousie. En plus, vous êtes sous la douche, il n'y a pas de public. Et vous allez constater que sous d'autres cieux, lorsque quelqu'un est sous la douche, on ne l'appelle pas. Ouais. Si on vous appelle, vous êtes femme, on vous appelle, vous répondez, c'est comme une adultère. On en apprend des choses avec grand-mère. Il ne faut pas chercher, lorsque vous êtes sous la douche, vous venez à la maison et dites, maman est sous la douche, papa est sous la douche, on le laisse. C'est ça. Donc si je réponds, je suis nu, complètement nu, et vous m'appelez, je réponds, qu'est-ce qu'il reste? Ben moi, je commence à comprendre beaucoup de choses. Il faut faire attention. Qui se passaient chez moi, enfant. Moi, mon père sur la douche, voilà. Mais mon père sur la douche, il ne parle même pas. Du tout. De toute façon, qu'est-ce qu'il a à vous dire, quelqu'un qui est en train de se laver? Et qu'est-ce que vous avez de si important à lui dire juste à ce moment-là? Donc, il ne parlait pas et peut-être pour me faire passer l'envie, parce que moi, j'étais très curieuse, par exemple, de ne pas se laver au savon. Il me disait, mais si tu te laves au savon, justement, il y a un serpent blanc qui viendra laper ton corps. Et moi, ça m'a découragée. Parce que quand j'imagine un serpent en train de laper mon corps... Il ne faut surtout pas l'attirer. Donc, alors, Samy, nous avons fait le tour, je crois. Oui, on a fait le tour avec Dr Tosso. Il est sociologue. Alors, vous direz merci beaucoup à grand-mère. Je ne manquerai pas, grand-mère vous demande d'être sage et de l'écouter régulièrement. Nous avons compris. Il n'y a pas un autre marché dans lequel vous irez pour apprendre. Ce qu'elle vous dit, vous suivez ça, vous allez grandir en société. Merci beaucoup, Dr Tosso Didas. Merci à vous, Jennifer. Merci beaucoup, Samy. C'est toujours un plaisir. Le docteur Tosso le sait pour moi de l'avoir sur le plateau parce que franchement, nous en apprenons beaucoup. Alors, nous allons passer à une autre rubrique à présent. Mais vous ne partez pas, vous restez
avec moi. Nous allons accueillir ensemble Saint-Tiche Quincemont et son invité dans Mode, Beauté, Mode et Bien-être. Elle se met en place, ma Saint-Tiche Quincemont. Elle nous a ramené un coach sur ce plateau. De quoi elle veut parler? Ce qui est sûr, elle va nous expliquer. Bonjour ma belle Saint-Tiche. Bonjour ma magnifique Jennifer. Oh là là, comment allez-vous ce matin? Super bien. Je ne suis pas habillée de façon à faire du sport. J'espère que vous n'allez pas nous faire transpirer sur le plateau. Non, ne vous inquiétez pas, ça sera pour plus tard. Alors, on parle de quoi, Saint-Tiche, aujourd'hui? Bonjour Samira. Bonjour, vous l'avez déjà Saint-Tiche. dit tout à l'heure, on va parler de sport. D'accord, on y va. Eh bien, chers téléspectateurs, bonjour à vous. J'espère que vous démarrez la semaine comme nous, en pleine forme. Si je vous demande déjà de me rejoindre pour faire du vélo, et vous pensez déjà le faire à l'extérieur, eh bien, vous avez tout faux. Le vélo se pratique également en salle et sur place. Ça s'appelle faire du spinning. Créé par un cycliste américain dans les années 90, le spinning est rapidement devenu populaire auprès des sportifs amateurs en raison de ses bienfaits. Alors, ce matin, nous allons démarrer la semaine par le bien-être qui passe aussi par du sport. C'est tout de suite après ceci. Témoin passé, nous avons reconnu une personne. D'accord. Je me disais, je n'ai pas bien vu. Et on a vraiment bien vu. C'était qui? Une dame qui faisait du sport et qui ressemblait très pour très à Saint-Tiche. Alors, bonjour, nous sommes avec Monsieur Roland Gaglo. Vous êtes coach sportif. Comment allez-vous? Je vais bien. Oh bien, j'ai envie de mettre du pain. Comment allez-vous, coach? Parce qu'en salle, ils ont l'habitude de nous pousser à bourg. Bonjour, coach. Bonjour, Madame Saint-Tiche. Et ce matin? Oui, ça va, chez vous. Ça va bien. Vous avez l'air un peu timide, là. Non, moi, je me dis, Saint-Tiche, ne le cherchez pas. N'est-ce pas? Parce que pour un coach sportif, il vaut mieux qu'il soit calme avec nous. Il vous dit ça, donc acceptez. Moi, j'ai pas envie de transpirer ce matin. Parce que... Allez, dites-nous, coach, tout de suite, est-ce qu'on est le matin, est-ce que c'est déjà bon de faire du spinning à partir de 6 heures le matin? Oui. Vous pouvez faire le spinning avant d'aller au boulot, ou après, ou dans l'après-midi. Vous pouvez faire le spinning à tout moment. À n'importe quelle heure de la journée. Oui. Alors, quels sont les bienfaits du spinning sur l'organisme? Alors, le spinning, il brûle les graisses localisées surtout dans l'abdomen. Oui. Il entretient le système cardiovasculaire. Il permet de travailler plus votre endurance. Et il améliore également il améliore le système. Quel système? J'ai appris peut-être on travaille son cardio beaucoup plus quand on fait du spinning. Oui. Donc le cœur est mis à rude épreuve. Voilà, donc vous êtes plus endurant. Oui. Et donc, voilà, ça réduit également le stress. D'accord. Et l'ancienneté. En dehors des graisses de l'abdomen, Saint-Tiche, ça brûle l'autre graisse ou c'est juste... Si, tout le corps en général. De tout le corps en général, oui. D'accord. Ça permet de travailler tout le corps en général. Les cuisses, les abdomens, les bras, il y a des petits poids, là, des pèses... Comment vous les appelez? Voilà, les charges, les haltères. Ok, les haltères. Et même en faisant le spinning, comme on l'a vu tout à l'heure, en pédalant,
le coach vous amène à faire des exercices de bras, de pieds, de tout ce que vous... Moi, j'ai un petit compte à régler avec votre coach, mais avançons. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les parties du corps que cela travaille. Combien de temps faut-il faire du spinning par mois ou par semaine pour être bien en forme et pour travailler son endurance? Le spinning, il faut le pratiquer. C'est un sport quotidien. D'accord. Vous pouvez le faire 3 fois minimum par semaine. Et être sûr d'avoir les résultats. Au bout de combien de temps? Je vois le compte qu'elle a réglé avec le coach. Je la vois venir tout doucement. Merci beaucoup, Samia. Donc, ça dépend de votre objectif, en fait. D'accord. Vous pouvez le faire 5 fois par semaine. Bon, si c'est juste pour une remise en forme, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois par semaine. Et mais si vous voulez perdre du poids, vous pouvez le faire tous les jours, 7 jours sur 7. D'accord. Et est-ce que, je me permets, je vois des gens venir faire du sport, du spinning précisément, et elles sont bien en forme, elles ont envie, besoin de perdre du poids. Comment est-ce que cela se passe? Est-ce que ces exercices qu'on fait ensemble 3 fois par semaine les suffit pour atteindre leurs objectifs? Il faut aussi revoir l'alimentation à la maison. D'accord. C'est un tout, au fait. Voilà. Il faut dépenser plus et consommer moins, en fait. D'accord. Donc, si vous dépensez et vous consommez plus à la maison, ça revient à zéro. D'accord. Donc, même quand on fait du spinning, c'est pas la peine d'espérer des résultats si on continue de manger normalement. Non, pas du tout. En fait, ça dépend de ce que vous mettez dans normalement, Jennifer. Donc, moi, tout de suite, quand le coach il a dit ça, Saint-Tiche, je me suis dit, bon, ok, donc on va faire juste du spinning peut-être pour faire bien marcher le cœur. On dirait. Parce que ne pas manger comme on mange... c'est compliqué. Non, moi je démissionne avant même d'avoir commencé. Il faut manger bien, manger sainement, pas ne pas manger. Oui, manger sainement, c'est vrai. Bon, quand on mange sainement, on est rassasié. Parce que quand on commence le sport, vous avez de ces choses que vous nous interdisez. Non, le matin. Vous commencez, vous réglez le compte. Je vous fais confiance. Je vous invite à venir. Donc laissez-moi être votre avocate. Allez-y. Non, il faut manger vers le matin. Non, à midi, prenez juste une salade, un œuf. Ah non, coach. Ça seulement, Jennifer, moi, on a démissionné. Nous avons démissionné. Du courage. On est à la touche, on vous soutient. Je vais prendre... je vais être l'avocate aussi du coach. Okay. Comme vous êtes, mais ensemble, on va se mettre ensemble. Allez-y, je vous Pourquoi est-ce que vous voulez faire du sport, vouloir maigrir, sans associer l'alimentation, alors que le bien-être, c'est aussi bien le sport et l'alimentation? Nous sommes prêts à associer l'alimentation sur une certaine période. On ne peut pas vivre comme ça, Saint-Tiche. Désolée. On pourrait, c'est bien beau de dire oui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours, je bannis le sel. Oh non, ça dit, chez moi, ça dit exactement 2 semaines. Vous allez me les prendre en compte, vous allez me les prendre. Déjà, ça dit exactement 2 semaines, j'ai démissionné. 2 semaines. Et puis je me suis dit, j'ai comme un truc qui me manque. Mon cerveau me dit, il y a un problème. Il y a un truc qui te manque. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, coach? Ça dépend de l'objectif, au fait. Okay. Non, on va se concentrer sur le spinning. Après, on peut manger. Pas forcément, on peut réduire les quantités. Vous pouvez manger, mais sainement, voilà. Vous pouvez mais manger on mange bien. Oui, vous évitez trop de gras. Bon. Ah oui, ça a commencé. Bon, ok, on va respecter ça. Ce que j'aimerais vraiment qu'on souligne en parlant de spinning ce matin, faire du vélo, c'est comme un amusement pour nous, les grands comme les enfants. Donc, ceux qui ont du mal à faire des exercices d'abdos, des exercices de tapis, de tout ce que vous voulez, la musculation et tout. Penchez-vous simplement sur le spinning. Donc c'est une bonne alternative. On peut uniquement faire ça au lieu de courir un peu partout. Oui, courir un peu partout. C'est pas mal, Samia. Et c'est amusant. C'est amusant. Ça fait moins mal. Voilà, cela se fait en groupe. Comme vous l'avez vu, ça se fait en groupe et c'est motivant. Absolument. Il y a l'autre chose, coach, 1 heure de temps. On le fait 1 heure de temps. Est-ce que... qu'est-ce que je veux dire? Si on dépassait les 1 heure de temps, on a un peu de mal. Hein. Quel temps faut-il? Pas sur la durée. Quel temps faut-il lorsqu'on démarre le spinning? Quelle heure faut-il en pratiquer pour être sûr d'obtenir le résultat? Oui.
Si vous faites l'heure déjà- de pratique, au fait. Oui. 1 heure par séance. Et si je vais à 2 heures? Et si je vais à 2 vous pouvez heures, qu'est-ce aller- qui peut Après, m'arriver? ça dépend de votre endurance. Vous pouvez aller jusqu'à 2 heures. Vous pouvez faire 3 heures de vélo si vous voulez. Pas s'évanouir. Non, vous n'allez pas. Je C'est pense ça, j'ai dit, bien. Il faut commencer. Petitement. Voilà. Vous allez à votre rythme. D'accord. Donc voilà, Jennifer, ça sera tout pour. Merci les beaucoup pour ce téléspectateurs. sujet que j'ai particulièrement aimé. C'est peut-être une alternative pour ma Samia et moi. Oui, Nous allons. on va essayer. On va essayer. On va suivre Santiche. Et puis le coach, il va nous mettre de la bonne musique. Oui. Mais on va se mettre loin. Par contre, moi, je fuis les coachs et les salles de sport. Non. Pourquoi? On peut savoir? Je n'arrive pas à supporter leur pression. je n'arrive pas. Du coup, je préfère le faire tranquillement. Quand j'aurai l'occasion, peut-être. Non, c'est fini. On n'aura jamais l'occasion de le faire. Ça, c'est. Bon, Saint-Yves va nous mettre la pression et on va y aller. Maintenant, si le coach est gentil, Samia et moi, parce que je parle en votre nom, on se comprend. On promet d'être également gentil. Et il y a avec le une coach. chose rapidement, il y a aussi certaines personnes qui pensent que si on est un peu comme moi, si on n'a pas... Je sais pas ce que vous foutez dans les salles de sport. Ah non. C'est ce que vous dites souvent, Là, je mais suis faites avec attention. elle. Là, Jennifer, je suis avec elle. Je leur réponds souvent que faire du sport, c'est pas simplement pour maigrir, pour perdre du ventre ou tout ce que vous voulez, c'est la santé d'abord. Ouais. Comme on le dit à l'école, le sport, La santé. Voilà. Merci beaucoup, Saint-Tiche. Et merci également à votre invité. Merci, le sujet était coach. très intéressant, n'est-ce pas, Samia? Oui. On a beaucoup appris. Et maintenant, nous allons recevoir, j'ai envie de dire, le coq de la basse-cour qui est de l'autre côté et qui s'impatiente. Nous allons recevoir... Monsieur grand, comme ça. Absolument, absolument. Qui vous regarde, genre, les personnes de ma taille, ils nous regardent, genre. On ne sait pas s'il nous nargue, en fait, mais ce qui est sûr, il est en train de s'installer. On plante le décor pour Tutosphère avec Rodrigue Olababagbeto. Voilà, il est en train de s'installer, Rodrigue Olababagbeto. Bonjour, Rodrigue, comment allez-vous? Jennifer Sachivi, ça va très bien vous-même Ça va très bien. Vous savez ce que Samia a dit de vous lorsque vous n'étiez pas là? J'ai ouï dire qu'elle m'appelait un monsieur grand comme ça, qui pourrait la regarder de haut. Absolument. Alors, bonjour Rodrigue. C'est un plaisir d'être avec vous, Jennifer. Un plaisir aussi d'être avec vous, chers téléspectateurs. Saint-Tige, bien le bonjour. Bonjour à toi, Rodrigue. Plaisir partagé. Alors, Tutosphère, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, Saint-Tige, je disais tout à l'heure, le sport, la santé. Eh bien, sur la parenthèse, Tutosphère, les astuces. Mesdames et messieurs, nous sommes encore là aujourd'hui pour, comme d'habitude, lorsque la parenthèse s'ouvre, vous offrir des astuces et plusieurs façons de vous arranger à la maison ou de trouver des manières de faire des choses plus simplement. Et parlant justement de faire des choses plus simplement, j'ai trouvé pour vous sur la planète Tuto cette vidéo qui va sans doute vous intéresser. On regarde et on revient. Allez, voilà. On a eu des astuces plutôt intéressantes. Vous avez vu, lorsque vous voulez par exemple ouvrir un sachet, je vais peut-être dire de biscuits ou de biscottes, vous y prenez avec les doigts. Ça ne marche pas trop souvent. Donc, en prenant juste 2 pièces, comme on l'a vu tout à l'heure, vous prenez le sachet entre vos doigts, une pièce à la main gauche, l'autre à la main droite, la pièce dans la main droite étant à l'avant, celle de la main gauche étant derrière,
et vous déchirez tout simplement. Ça le fait plus et facilement. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Parce que nous avons parfois tendance à lutter, à beaucoup lutter. Bien sûr. Et puis dents. aussi, souvent, quand on se retrouve, par exemple, en public, on a de difficultés à ouvrir Absolument. son sachet et ça fait aussi beaucoup de bruit. Voilà. Je crois que lorsqu'on utilise les pièces, on le fait délicatement, discrètement et puis on prend son pied, tout simplement. C'est une astuce. Hein. Et mesdames, messieurs, vous avez vu, il y a un invité sur le plateau que nous n'allons pas forcément vous présenter tout de suite. Vous allez le découvrir tout à l'heure parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous dire sans doute. Mais avant de poursuivre, je vais vous poser une question ici. Lorsque vous voulez cacher de l'argent, comment est-ce que vous vous y prenez, dites-moi? Dans des endroits où personne ne... Alors, on sait par exemple que grand-mère, puisqu'il y a eu parade de grand-mère, elle pouvait nouer par exemple de l'argent autour de son pagne, mettre l'argent, je vais peut-être dire, dans sa tenue, dans le haut de sa tenue, et peut-être ou encore dans sa petite bourse qu'elle cache un peu loin, voilà. Bon, à part le portefeuille, le sac et peut-être les tiroirs, moi je ne sais pas, Saint-Yves. Moi non plus. D'accord. Il y a sous les lits. Sous les lits, sous les matelas, oui, peut-être aussi, mais en fait, je parle plus de cachettes transportables. D'accord. Ah oui. Portefeuille, sac. Portefeuille, sac. Poche. Alors, vous allez suivre cette vidéo et je suis sûr que vous allez rester waouh. On regarde. J'ai presque envie de vous dire, Rodrigue, pourquoi avez-vous divulgué ces secrets? Vous auriez dû nous voir en cachette, nous expliquer. Mais non, il faut surtout permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de pouvoir avoir toutes ces astuces et de s'y prendre autrement. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'on a l'habitude de mettre nos sous en dessous de nos téléphones portables lorsqu'on a le protège-téléphone. Voilà, on l'a vu encore tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous a le plus sidéré? Franchement, j'ai été sidérée par tellement de choses. Le chewing-gum, le savon, avant tout, la serviette hygiénique, en l'occurrence. Alors moi particulièrement... La brosse également. Qui l'eût cru en fait? On se promène tous les matins avec cette brosse, mais qui l'eût cru? Alors moi j'ai été particulièrement sidéré par le savon. Je n'ai jamais pensé qu'on puisse le faire. Et là, il faut prier peut-être pour que quand le savon est dans la valise, quelqu'un ne le prenne pas pour aller se doucher. Il y a également cet aspect-là. Il faut vraiment y penser. Moi, j'étais scotchée. J'ai même crié à la limite quand j'ai vu la serviette. C'est déjà dit quoi? Maintenant, on a des astuces. Et oui, voilà, c'est tout pour ce que j'ai ramené de la planète tuto après mon petit voyage du week-end. Merci beaucoup, Rodrigue, pour cette vidéo très, très, très intéressante. C'est un plaisir. Maintenant, mesdames, messieurs, vous allez comprendre pourquoi il est là, notre invité. Nous passons à la rubrique Talk.
Et voilà, c'est l'heure du débat sur la parenthèse. Mesdames, Messieurs, on parle d'entrepreneuriat. Ce sujet, je dirais, qui intéresse de plus en plus. Beaucoup de choses se disent, mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est bien sûr l'aspect de l'entrepreneuriat comme étant une panacée contre le chômage. Qu'en est-il concrètement? On en discute avec mes chroniqueurs qui sont restés. J'ai sur ce plateau Rodrigue Olababagbeto qui est resté, Saint-Tiche Quinton également, et il nous a rejoint, je dirais juste un peu avant le talk. Il s'agit bien sûr de Harel Zanou, président du patronat des startups du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer. Alors Rodrigue, on pourrait également être rejoint, si le temps nous le permet, par Noah Agbafa Padonou, coach, consultant en entrepreneuriat de vie et des entreprises. Alors Rodrigue, la thématique de l'entrepreneuriat, je commence avec vous. On en parle de plus en plus. Est-ce que cela peut être une solution, je dirais, contre le chômage? Pour moi, dire oui ne serait pas suffisamment satisfaisant. Je dirais peut-être oui et non. Oui, dans le sens où, si tu n'arrives pas à trouver un endroit où travailler, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Après, entreprendre, c'est pas forcément grand-chose. Quand je dis grand-chose, c'est pas forcément aller trouver l'idée du siècle. Même lorsque tu décides de vendre de l'eau. Évidemment, c'est une sorte d'entreprise. Tu entreprends, tu as eu à l'idée de vendre de l'eau, donc ça te vient, tu décides de te lancer, tu as la volonté, tu t'y lances. C'est une entreprise que tu ouvres ainsi. Maintenant, oui, ça peut permettre de pallier le chômage, mais je dirais non, parce que pour moi, tout le monde n'est pas destiné à l'entrepreneuriat. Mais vous êtes au chômage, Rodrigue, comment vous voulez qu'on fasse? Si vous êtes au chômage, d'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas forcément besoin de pousser tout le monde vers l'entrepreneuriat comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, à gauche, vous entendez entrepreneuriat, à droite, entrepreneuriat. Ça devient un peu comme une mode, certains sont tellement obnubilés à la limite qu'au finish, ils se laissent facilement appâter par des petites séances de coaching par-ci, par-là, qui, au finish, ne leur apportent rien du tout, alors qu'au fond, ils ne sont peut-être pas forcément destinés à entreprendre comme d'autres personnes. Voilà. D'accord, merci beaucoup Rodrigue. Saint-Tiche, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est une solution, une panacée contre le chômage selon vous? Je suis partagée aussi, je dirais, sur cette question d'entrepreneuriat, parce que moi, j'ai toujours eu ce problème avec les gens qui nous demandent tout le temps aujourd'hui d'entreprendre. Bonjour, tu vas chercher comment vas-tu je vous jure, tu vas chercher du boulot, tu donnes ton CV, tu as appris quelque chose, tu as envie de travailler, et tout de suite on te répond, mais pourquoi tu ne vas pas entreprendre, pourquoi tu veux être l'employé? Finalement, qui offre et qui, je ne sais pas, achète? Si tout le monde si tout le monde devient entrepreneur, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et moi, ça me choque de plus en plus. Je suis d'accord que le chômage est vraiment à un niveau de plus en plus élevé chaque année, parce que chaque année, il y a des milliers d'étudiants qui ne trouvent pas d'emploi, mais ne nous demandez pas toujours d'entreprendre. Moi, par exemple, à l'école, je n'ai jamais su comment vendre, par exemple, du toffee que les camarades faisais, parce que j'étais tellement simple, douce, j'arrive pas à demander. Alors qu'à l'école, on dit, vends-moi crédit. J'arrive pas, je vais sourire tout le temps, j'ai du mal à demander où est mon 25 francs. J'arrive pas. Du coup, j'ai grandi. J'ai grandi avec ce problème. Et aujourd'hui aussi, je me dis, je suis dans une position où j'ai eu du mal à trouver un travail stable. Et chaque fois quand je toquais aux portes, on me disait, mais Saint-Tiche va entreprendre. Je leur ai toujours dit, ne me demandez pas d'entreprendre. J'ai appris le journalisme et ce que j'aimerais faire, c'est le journalisme. Du coup, comment pallier le chômage?
on ne sait plus trop quoi faire, mais entreprendre, il faut qu'on nous explique aussi. Franchement, il faut qu'on comprenne. Monsieur Harel Zanou, vous voyez, beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Limite, c'est devenu une phrase à la mode, vraiment. Même pour ceux qui ont un emploi, pour ceux qui ont un emploi stable, on leur dit souvent, mais tu ne vas pas faire que ça. Entreprends, en fait. Donc, tout le monde est appelé à l'entrepreneuriat. Mais nous sommes bien sûr dans le cadre du chômage. Est-ce que l'entrepreneuriat, selon vous, peut être une solution au chômage? Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les développements et cela ne me surprend pas parce que c'est pratiquement notre quotidien. Nous, on a la chance d'entreprendre, on est des entrepreneurs et je pense que si on en est là aujourd'hui, si on en est là, c'est en fonction des développements qui ont été faits tout à l'heure. C'est peut-être parce que depuis le début, depuis nos formations, depuis même le primaire, on ne nous a pas inculqué ce que c'est que l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on devrait? Est-ce que tout le monde peut le faire? Non, tout le monde ne peut pas le faire. C'est un peu comme tout à l'heure quand vous disiez par exemple qu'elle a fait le journalisme et qu'elle n'a pas forcément des fibres d'entrepreneuriat. Sauf que avec sa formation, si en plus de sa formation, il y avait eu des notions d'entrepreneuriat, elle saurait par exemple qu'elle peut monter aujourd'hui, surtout avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux, qu'elle peut monter une boîte de production sur Internet et se faire des millions. Ça, par exemple, c'est possible. Mais il faut aller à l'information. D'accord. Et il faut donner surtout envie aux gens d'entreprendre. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. On est dans un pays, par exemple, où, quand je dis le pays, je vais globaliser en disant sur un continent où, par exemple, le taux de chômage est vraiment très élevé et le taux de sous-emploi, le taux d'employabilité, c'est-à-dire il y a beaucoup de sous-emploi aujourd'hui. Il faut forcément qu'on aille à l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas... Non, pas chacun. Il ne faut pas... plus on a d'entrepreneurs, parce que quand vous êtes un entrepreneur, vous avez des employés. Quand vous êtes un entrepreneur, que vous avez 5-10 employés derrière vous, vous participez d'une manière ou d'une autre à réduire le taux de chômage. C'est pour ça qu'il serait intéressant d'avoir de petites entreprises, des entreprises de taille moyenne également, pour résorber un peu les qualifications qui sont sur le terrain. Mais l'autre problème aussi, c'est l'employabilité. Aujourd'hui, les gens, ils finissent leur cursus universitaire ou bien leur cursus secondaire, mais ils ne sont pas vraiment opérationnels. Même si vous êtes... Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs comme moi qui recherchent des profils, mais qui ne les retrouvent pas. La même chose au niveau de l'État, la même chose au niveau des grosses boîtes. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, mais il y a le fait que les jeunes doivent prendre conscience qu'il faut être employable. J'ai fini mon cursus universitaire, je regarde sur le marché quels sont les besoins en termes d'employabilité. Si j'ai fait le journalisme et que je me rends compte aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des médias sur Internet qui ont besoin de ma compétence, rapidement, je peux prendre d'autres formations complémentaires, je peux me mettre rapidement à jour et me rendre un peu plus employable. Il y a aujourd'hui également un type d'entrepreneuriat qu'on appelle les freelances, qui font gagner énormément d'argent. C'est-à-dire que vous n'allez pas en entreprise. Vos services, oui. Voilà. Vous n'allez pas forcément en entreprise, vous êtes chez vous. Parfois, vous créez vous-même votre bureau. Vous avez des compétences, vous développez des compétences dont a besoin des entreprises. Donc ça, par exemple, aujourd'hui, ça fait gagner énormément d'argent à ceux qui l'ont compris. Donc, à un moment donné, il faut s'actualiser. Il faut prendre conscience que on est dans un monde où de plus en plus les habitudes changent. Vous allez remarquer, par exemple, que on n'est plus dans la tradition où, par exemple, quand on a envie d'acheter un produit, on est obligé d'aller à la boutique. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la possibilité, à partir de votre portable, de commander un article et de vous faire livrer. Donc déjà, qui est-ce qui met en place la plateforme, d'accord? Qui est-ce qui met en place la navette pour vous permettre de livrer et vous positionner? Aujourd'hui, vous pouvez monter votre entreprise en transport et vous spécialiser seulement dans les livraisons. C'est-à-dire que
Vous ne vous spécialisez pas, bien, vous ne vous dites pas, je vais avoir du stock, je vais vendre, je vais avoir beaucoup d'argent pour... Non, vous vous concentrez sur votre cœur de métier, c'est-à-dire vous offrez des services de transport. D'accord. Merci. Alors, moi, j'ai bien envie de poser une question. Quand je vous écoute, Ariel Zanou, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que seul celui qui entreprendra réussira sa vie? Bien évidemment que non. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que même l'entrepreneur a besoin de compétences, a besoin d'employés. C'est ça. D'accord? Si je mets en place ma boîte aujourd'hui et que j'ai besoin d'une certaine qualification et que je me rends compte que tout le monde va à l'auto-emploi ou bien tout le monde entreprend, ça va être difficile pour moi. Maintenant, ceux qui ont la compétence, ceux qui ont la possibilité, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, on apprend à entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est vrai que chez certaines personnes, c'est inné, c'est sociologique même parfois, mais il faut apprendre à entreprendre. C'est-à-dire que... Oui. Il faut aller à l'école de l'entrepreneuriat. Et à l'école de l'entrepreneuriat, c'est comme l'école de la vie, c'est comme l'école classique. Tout le monde n'arrive pas forcément à réussir. Ceux qui arrivent à réussir, on doit mettre en place un certain nombre de mécanismes pour leur permettre d'avoir des compétences qui puissent accompagner. Il y a des gens qui n'ont aucune envie d'entreprendre. C'est-à-dire que même s'ils connaissent les rouages de l'entrepreneuriat, ils ne veulent pas parce que c'est très stressant, ils ne veulent pas forcément vivre ça. Maintenant, ces gens-là doivent comprendre qu'ils doivent maintenant se mettre en position pour que si éventuellement un entrepreneur a besoin d'eux, qu'ils puissent être les premières personnes à être positionnées. D'accord. Et justement, Saint-Tiche, j'en reviens à vous. Il y a ces personnes-là qui n'ont pas forcément cette fibre d'entrepreneuriat, qui ne se sont pas fait former pour, mais à qui on met peut-être une certaine pression pour le faire. Est-ce que vous pensez que lorsque ces personnes font face à des défis, comme le dit un peu notre invité, ces personnes auront, je dirais, les reins solides pour y faire face, ou est-ce qu'ils vont plutôt sombrer et voilà, bonjour, retour à la case départ? Ils vont sombrer parce que tout de suite, déjà, qu'on n'a pas ce truc-là en soi, on ne l'a pas appris et qu'on nous demande d'entreprendre. Je prends juste l'exemple des vendeuses de mèches, par exemple. Elles ont été à l'école et elles ont des licences, des masters, et aujourd'hui se retrouvent sans emploi. Donc on se dit, bon, la consommation de la mèche, de perruque aujourd'hui, et je me lance, je vais chercher la capitale. Et déjà, il y a déjà un problème là, parce que on nous demande d'entreprendre, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Qui préfinance? Alors que déjà, j'ai mon diplôme et que je n'arrive pas encore à gagner et à satisfaire mes 5 besoins fondamentaux. On me demande d'entreprendre, je vais chercher des millions. Je vais à gauche, à droite, je fais tout et n'importe quoi pour pouvoir trouver cette capitale-là et mettre dedans, dans la mèche, et je commence pas à vendre. Tout de suite, l'autre commence pas à vendre, l'autre commence pas à vendre. Tout le monde devient vendeur sur le net et on est là, on attend. Viens acheter chez moi, viens acheter chez moi, viens acheter. J'ai entrepris, mais je ne gagne rien. Donc, je trouve que déjà, les dirigeants du monde entier ont essayé d'enrayer ce problème de chômage, mais n'arrivent pas. Il faut qu'on réfléchisse autrement à la manière d'enrayer le chômage, mais pas forcément entreprendre. En tout cas, on va revenir tout à l'heure sur les solutions qui sont proposées, en tout cas peut-être au Bénin, et pourquoi pas un peu autour. Je pars toujours du même exemple que Saint-Tiche, M. Ariel Zanou. Au début, je n'avais pas forcément cette fibre d'entreprendre. Le chômage étant persistant, vous avez dit de se tenir prêt pour l'emploi, cela ne vient pas. Je démarre un business peut-être avec un prêt, etc. Mais ces difficultés inhérentes à l'entrepreneuriat font surface. Comment je peux gérer ça sans pour autant faire une dépression? Alors, ça me permet de rebondir un peu sur ce que Rodrigue a dit tout à l'heure, à savoir que pour entreprendre, il ne faut pas forcément aller dans la sophistication ou dans la non. Si vous regardez même les meilleurs entrepreneurs, ceux qui ne stressent même pas en entreprise, c'est des gens qui sont terre à terre. Ce ne sont pas des gens qui ont envie forcément. C'est des gens qui vont vendre le Piawata. Allez à Dantokpa. Il y a beaucoup de vendeuses de Piawata quand même. Allez à Dantokpa, vous allez vous rendre compte. Moi, j'ai même l'habitude de dire aux jeunes qui ont ce genre de problème, la meilleure école aujourd'hui, quand vous êtes à Cotonou, quand vous êtes au Bénin, quand vous finissez en tout cas vos formations,
Faites un tour à Tokpa. Le marché. C'est un véritable lieu de stage. À Tokpa, vous allez avoir ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Quand je dis le marketing opérationnel, vous allez chez la dame. La dame vous appelle ma chérie. Absolument. Elle se lève de son siège. En augmentant un peu le tarif. Vous allez vous asseoir. Elle va vous commander du Piawata ou bien elle va vous commander du Coca-Cola. Mais pendant ce temps, vous allez peut-être dans son secteur, il y a peut-être 10, 20 personnes qui vendent la même chose. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a peur de la concurrence. Bien au contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe des stratégies pour faire tout. Donc, ce que moi je recommande aux jeunes, c'est d'être vraiment terre à terre. C'est d'aller dans... Elle a parlé des 5 besoins fondamentaux aujourd'hui. Quand vous êtes jeune et que vous voulez commencer par l'entrepreneuriat, moi je conseille souvent aux jeunes, si les 5 besoins-là sont fondamentaux, ça veut dire que si j'entreprends autour de ces 5 besoins qui sont vraiment fondamentaux-là, forcément je vais tirer mon épingle du jeu. Elle a parlé par exemple de la question du financement qui, je crois, pousse plusieurs à se rétracter sérieusement à cette affaire d'entrepreneuriat. La question du financement, comment est-ce que ça se fait? C'est une question qui doit concerner tout le monde. Vous savez, en termes de financement d'entreprise aujourd'hui, il y a un secteur que nous, ou bien il y a une niche que nous abandonnons souvent, ce qu'on appelle le love money. Il y a beaucoup. Le love money, c'est quoi? C'est-à-dire que je recherche du financement. Les premières personnes qui devraient normalement me financer, c'est des personnes qui m'aiment. C'est des personnes autour de moi. D'accord? Et allons plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés, beaucoup d'employés qui ont beaucoup d'argent sur leur compte, qui dorment. Les banques s'en plaignent d'ailleurs, surtout dans les pays francophones. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque. Le gars, il met à côté, il prend son salaire, il consomme une partie, il met l'autre à côté. Il épargne. Et l'épargne est telle que même, il y a des structures qui se disent, mais qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Normalement, quand vous avez un emploi stable... Peut-être qu'il prépare sa retraite, son avenir, etc. Il y a d'autres façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle les investissements. Et aujourd'hui, les investissements vous permettent de créer de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être un employé et être un investisseur. Vous êtes employé, mais vous investissez et vous créez de l'emploi. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est votre argent qui crée de l'emploi. Et je pense mais là, on a déjà de l'argent. Est-ce que je n'ai pas peur de perdre mes sous après? Non, mais tout est une question... Quand vous investissez, tout est une question de risque que vous prenez. Et on investit, c'est comme les... Excusez-moi, c'est comme les jeux de hasard. Vous investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Je ne vais pas dire le Béninois, l'Africain a peut-être peur. Il préfère se sentir en sécurité en ayant son argent là, en se disant, je ne vais pas remettre à Saint-Tiche pour qu'elle fasse un commerce de perruques et qu'elle... Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, si tout le monde avait ce genre de raisonnement, vous voyez, par exemple, les entreprises de la Silicon Valley, c'est des gens qui viennent avec des idées, avec juste leur petit sac, mais à qui on confie des milliards. Absolument. Parfois, on paie ces milliards-là, mais parfois, ça se multiplie. Donc, ayons le goût du risque. Comme on le dit. Parce que si on n'est pas désinhibé, si on ne prend pas des risques, aujourd'hui, si vous avez des risques trop calculés, c'est que vous allez rester sur place. Vous allez avoir votre épargne, ça va rester là, mais ça ne vous servira à rien. J'ai envie de revenir sur ce que monsieur disait tout à l'heure, mais vous savez, faites attention, la dame de Tokpa dont vous êtes en train de parler, elle a appris ça toute petite. À Tokpa, déjà, vous voyez, les enfants, elles ont appris ça depuis toute petite. D'où l'importance de l'apprentissage. Là, il n'y a plus à faire de chômage. On parle d'entrepreneuriat et de chômage. Si la dame de Tokpa, elle a appris son truc depuis enfant, elle a grandi avec ça, elle sait comment amadouer les gens, ne venez pas demander à Saint-Tiche qui a fait toute sa vie et qui ne sait pas demander aujourd'hui tout de suite. Vous allez voir, en fait, vous me rejoignez en fait. Et il y a un autre problème. Non, je ne vous rejoins pas. Je suis très de l'autre côté. Il y a l'autre problème, c'est qu'on demande aux petites et moyennes entreprises, enfin aux petites déjà, de se déclarer. Et quand tu te déclares, tout le monde sait ce qu'il y a derrière. Il y a les impôts, il y a la fiscalité, il y a tout ce qui vient avec. Où est-ce que tu as des sous pour gérer tout ça? Alors, là où je pense que vous me rejoignez, c'est que tout s'apprend. J'ai dit tout à l'heure que l'entrepreneuriat s'apprend. Et malheureusement, dans nos cursus scolaires,
on n'a pas... Bon, j'ai eu la chance d'aller voir les pays de l'Afrique de l'Est, par exemple le Rwanda, l'Éthiopie et quelques pays. Même à la maternelle, on apprend aux enfants déjà à mettre en place de petites entreprises. On met par exemple des vergers où à la fin, on vend les récoltes, on voit combien on a dépensé, combien. Donc, en fait, c'est ces choses-là qui manquent généralement dans les pays francophones. Vous voyez, la dame de Tokwa, effectivement, elle a appris. Au même titre que si on était dans une entreprise, dans une école normale, si on avait introduit ces notions-là, je pense qu'en allant de l'avant, on serait... D'où la réflexion. Oui, justement, on va y aller très rapidement parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais déjà les stratégies ou les opportunités de financement très rapidement pour quelqu'un qui a envie de démarrer une affaire, par exemple, et qui ne sait pas vers qui se tourner. Sentish a tout le temps parlé de capital. Comment trouver ce capital, M. Arel Zanou? Je suis sûr qu'il y a des issues. Peut-être que vous répondrez à cette question en partageant justement, vous, votre expérience en tant qu'entrepreneur. Oui, vous savez, comme j'ai commencé à le dire, il y a plusieurs sources de financement aujourd'hui. J'ai commencé à parler de Love Money, comme cela s'entend. Si vous voulez entreprendre et que les gens qui sont les plus proches de vous ne sont pas en mesure de vous aider, ça veut dire que vous avez peut-être un problème au niveau même du montage de votre entreprise. Ça, c'est la première chose. Quand je dis les gens qui vous aiment, c'est vraiment les gens qui vous aiment. Ce n'est pas des gens qui vont se dire... Non, pas forcément. Une connaissance, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime forcément. Donc, déjà dans la famille, un frère, une soeur, voilà, papa, maman qui décide. Oui, moi, je connais par exemple des jeunes entrepreneurs qui sont financés totalement par leurs parents ou par d'autres personnes. Est-ce que c'est votre cas? Non, moi, il faut dire que j'ai commencé par l'emploi. J'ai été employé, j'ai mis de l'argent de côté. Après, j'ai vu des opportunités. Moi, je suis dans le numérique, je suis dans d'autres secteurs également. Et ça me permet aussi de montrer une autre source de financement. Bien sûr. Il y a par exemple des concours qui ont été organisés, il y a des trucs qui sont organisés à l'international où vous pouvez compétir et gagner beaucoup d'argent. Ça a été par exemple notre cas. Et il y a également qu'il faut avoir l'information. On est par exemple au Bénin, on est dans un pays où on fait la promotion de l'entrepreneur, de l'écotourisme ou du tourisme tout court. Un jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il sait qu'il y a des fonds de développement du secteur, il se met à jour, il sait qu'il peut entreprendre aujourd'hui. Vous voyez certainement qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des guides. Absolument. Sur Internet. Les réseaux. Mais et si je vous dis ce qu'en grand ces guides-là aujourd'hui, c'est énorme parce que le Bénin est devenu une attraction touristique. Quand les touristes viennent, ils ont envie, leur premier réflexe, c'est d'aller sur Internet et de voir qu'est-ce qui peut me faire le tour du Bénin. Quand vous vous positionnez et que le guide vous appelle, vous vendez vos prestations, c'est une façon de financer votre activité. Absolument. Indépendamment de ça, comme je l'ai dit, il y a des fonds aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas aussi facile pour les obtenir, mais il y a des fonds qui sont disponibles. Quand vous voyez dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les jeunes qui sont dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui peuvent vous confirmer que parfois, vous avez même 100% du financement lorsque vous détenez les terres. Et le gouvernement est allé plus loin aujourd'hui, par exemple. Vous avez la possibilité, quand vous rapprochez des autorités locales, notamment les mairies et autres là, mais ils ont mis la main sur certaines terres qui peuvent être mise à la disposition des jeunes. Donc, il faut en fait se réadapter. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'école, j'ai fait l'université, bac plus 5, bac plus 10, que je vais penser que je ne peux plus faire de l'agriculture. Au contraire, les connaissances que tu as eues te permettra peut-être d'aller plus loin quand tu fais ce genre de secteur. Moi, je connais des jeunes agriculteurs aujourd'hui qui brassent des millions. Et voilà, merci beaucoup, Monsieur Arel Zanou, pour toutes ces explications. Je pense que nous avons retenu l'essentiel sur ce plan. Vivement que Sentish brasse des millions. Vivement. Et qui vous dit que moi, je ne vais pas faire? Parce que, attendez, il a parlé il a fait des suggestions très, très intéressantes, hein, Rodrigue. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai voilà. pris bonne note. J'ai également pris bonne note. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et vous restez avec nous. C'est à présent l'instant quiz. Est-ce que vous êtes prêts, mes compétiteurs? Oui. On y va avec le quiz. Et voilà, nous démarrons, cher chroniqueur et cher invité, par
une question, je dirais littérature. Qui est prêt? Alors, je décris, je suis l'un des plus illustres écrivains français, poète, dramaturge et romancier. J'ai marqué la vie littéraire, artistique et politique de mon temps. Né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, je suis auteur des... Non. Je suis auteur des célèbres phrases « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Victor Hugo. Oui, et Rodrigue a été le premier. La réponse a été trouvée, mais Rodrigue a été le premier à dire Victor Hugo. Le point lui revient. On l'a dit ensemble. Non. On l'a pas dit ensemble. Malheureusement, vous aviez la réponse, mais Rodrigue était un peu plus rapide. Un point pour Rodrigue. Autre question, autre quiz à présent. Votre cœur reste fermé. Il faut qu'il soit ouvert. On me définit comme une vaste étendue d'eau salée qui recouvre... La mer. Oui, mais plus précisément, je vais y aller parce qu'il y a une petite différence, qui recouvre une grande partie de la surface du globe terrestre. L'océan. Oui, l'océan. Bon, qui a dit? Arrêtez, laissez ma Saint-Tige quand même. Elle a la réponse, mais vous parlez avant elle. Bon, un point pour Arel Zanou. Troisième. Non, il faut préciser le point de chacun. Le point de chacun, un point pour Rodrigue, un point pour Arel Zanou. Du coup, je n'ai pas les points. Mais pour le moment. Okay. Je sais que vous aurez le prochain point. Il faut dire combien. 0 point pour... C'est plus précis et clair. Pas de point pour Saint-Tige pour le moment. Je finis quand même. Mais dérivés Atlantique, Pacifique ou encore Indien, je suis important pour le climat et le cycle de l'eau, mais aussi pour la vie humaine, car au moins 50% de l'oxygène qu'on respire provient de moi. Je suis l'océan. La prochaine question, vous gardez la main. Mon cœur reste fermé. Alors, je suis un mammifère ruminant, même si peu importe qui parle, je n'écoute pas, je n'écoute que vous, que Saint-Tige. Je suis un mammifère ruminant d'Afrique caractérisé par mon cou très allongé. La girafe. Oui, et Saint-Tige a donné la réponse en premier. Donc, on est sûr que c'est Saint-Tige qui a donné la réponse. C'est Saint-Tige qui a donné la réponse en premier, très allongé, qui mesure jusqu'à 3 mètres de haut. Mon pelage clair a de larges taches angulaires brunes. Je me nourris exclusivement de plantes telles que les feuilles d'acacia, mais parfois de graines, de fleurs ou de fruits. Je suis la girafe. Yes. Prochaine question. Fondée en 1876 par Alexander Graham Bell, je suis un appareil de communication. Oui, Arel Zanou. Rodrigue. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne vous retrouve. Non, autant laisser Saint-Tige, notre invité. Bon. Ah oui. Un point pour Arel Zanou, un point pour Rodrigue, un point pour Saint-Tige. Alors, justement, conçu pour transmettre la voix humaine et favoriser la communication à distance. Pour fonctionner, j'ai besoin d'un réseau et je représente à ce jour l'un des appareils les plus importants du secteur de la communication. Je suis le téléphone. Quatrième quiz, je suis un appareil de musique caractérisé comme un instrument à vent formé d'un tube percé. La flûte? Oui, la flûte. Formé d'un tube percé. Il ne peut pas venir nous ravir la vedette sur notre plateau. Qu'est-ce que vous faites? Percé de plusieurs trous, surtout pour Rodrigue qui s'y connaît en musique, dans lequel l'impact du souffle sur l'arête de l'embouchure produit des sons. Un jeu d'ouverture et de fermeture des trous produit des hauteurs différentes et donne ainsi différentes notes de musique. Je mesure environ 67 cm. Je suis la flûte. Dernière question. Je n'ai pas envie de donner le point à Renzano parce que voilà. Alors on y va. Il en a déjà 3. Encore moins à Saint-Tige, je suppose. Puisqu'elle est à côté d'Arel. Mon cœur balance. Je suis l'une des langues majoritaires du Bénin. Le Fongbe. Bravo, Rodrigue. Je suis l'une des langues majoritaires du Bénin parlée par une partie. On peut rappeler les points. Attendez, je finis de dresser mon quiz. Non, c'est pas un point malheureusement. Parlé par une partie non négligeable de la population, principalement dans le sud du Bénin, notamment dans le plateau d'Abomey, Boïkonwida et Cotonou, autrefois langue officielle de l'ancien royaume du Dahomey. Je suis aujourd'hui utilisée dans bien 2 domaines. Je figure depuis peu parmi les langues disponibles sur Google Traduction. Je suis le Fongbe. On va simplement dire que malheureusement... Les points ne se donnent pas. Je ne donnerai pas les points. J'opte pour ne pas... Les points se prennent. Pour ne pas attribuer de points, je ne dirai pas qui a reçu tel point ou autre.
Je dirais juste je suis certain que le téléspectateur qui nous suit, le téléspectateur qui nous suit, c'est qui garde la lanterne rouge sur ce plateau ce matin. Mes chroniqueurs n'ont pas démérité. Les chroniqueurs n'ont pas démérité, sauf que l'entrepreneur, vu qu'il est habitué à saisir les opportunités, vu que nous on se dit, le journaliste écoute l'info jusqu'à la fin, il nous a damé le pignon sur ce coup. Donc, Arel Zanou l'emporte. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève la parenthèse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.